Les protocoles. Qu'est-ce qu'un protocole? Un protocole réseau définit la manière dont les données sont envoyées et reçues. Il permet de définir le format des messages, il permet de définir les règles d'accusé de réception, d'erreur et de correction, et il permet de définir les étapes pour établir, maintenir et terminer une communication. Un protocole est comme un ensemble de règles de circulation. On respecte un ordre précis pour éviter les accidents et si un problème arrive, on suit des règles pour le corriger. L'un des protocoles les plus connus s'appelle TCP, pour Transmission Control Protocol. TCP est un protocole de communication qui permet à deux ordinateurs de s'envoyer des données de manière fiable sur un réseau comme Internet. Il permet de s'assurer que les données arrivent sans erreur, arrivent dans le bon ordre et ne sont pas perdues en chemin. Le protocole TCP fonctionne à travers trois étapes, Three-Way and Check. À travers ces trois étapes, le protocole TCP assure la première connexion entre les deux ordinateurs qui veulent s'échanger les données. L'élaboration de cette première étape de connexion se réalise avec la méthode des flags. Ces flags sont logés dans un paquet IP. Qu'est-ce qu'un paquet IP? Nous allons répondre à cette question ultérieurement. Premièrement, regardons comment TCP établit la première connexion. Étape 1, le flag SYN pour Synchronize est utilisé dans le processus de handshake en trois étapes, qui permet d'établir une connexion fiable entre deux machines. Ce processus se déroule ainsi. 1. Le client envoie un paquet SYN au serveur pour initier la connexion. Il indique aussi un numéro de séquence initiale appelé ISN. ISN est un numéro de séquence initiale choisi aléatoirement lorsqu'une connexion TCP est établie. Il permet de sécuriser et de synchroniser la transmission des données entre deux hôtes. L'ISN est généré de manière pseudo-aléatoire pour éviter certaines attaques, notamment l'attaque par usurpation de session TCP. Si l'ISN était prévisible, un attaquant pourrait deviner les numéros de séquence et injecter des paquets frauduleux. Attaque par injection de paquets, un attaquant pourrait injecter des faux paquets dans la communication TCP. Et donc c'est grâce à ce numéro aléatoire que les flags peuvent se synchroniser et mettre en place une connexion entre deux hôtes. Étape 2, revenons à notre étape de connexion. Donc dans l'étape 2, le serveur répond avec un SYN ACK confirmant la réception du SYN du client et envoyant son propre numéro de séquence. Le flag ACK pour Acknowledge est utilisé dans le protocole TCP pour confirmer la réception des données. Il fait partie du mécanisme de communication fiable qui garantit que chaque paquet envoyé est bien reçu par la machine distante. Le client répond ensuite avec un autre flag ACK et seulement ACK sans SYN, confirmant la réception du paquet SYN ACK du serveur. La connexion est alors établie et la connexion TCP peut alors s'exécuter entre ces deux hôtes. Et donc la première étape de l'établissement d'une connexion TCP permet aux deux entités de se synchroniser, d'où l'acronyme SYN. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois la connexion établie, le client et le serveur peuvent commencer l'échange de données. Les paquets suivants contiendront des données applicatives encapsulées dans de nouveaux segments TCP et paquets IP. Chaque paquet continuera d'évoluer avec des numéros de séquence et des acknowledge mis à jour en fonction des données échangées. Mais que contient un paquet IP? Un paquet IP encapsulé contient plusieurs couches d'entête qui jouent chacune un rôle spécifique dans l'acheminement des données. Chaque entête ajoute des informations nécessaires pour assurer la transmission des paquets d'un appareil à un autre sur le réseau. Pour faire la corrélation avec le paquet SYN est un paquet TCP, mais il est encapsulé dans un paquet IP pour être transmis sur le réseau. En d'autres termes, un paquet SYN fait partie de la couche transport TCP dans le modèle OSI que l'on définira dans une autre vidéo, mais il est encapsulé dans un paquet IP, donc la couche réseau, pour être routé sur Internet. Lorsque ton système d'exploitation, donc le noyau de ton ordinateur, va créer ce paquet IP, il va d'abord l'initialiser au sein de son réseau local et c'est là qu'on peut parler de trame Ethernet. Avant qu'un paquet SYN TCP ne traverse le réseau, il doit être encapsulé dans une trame Ethernet pour être transmis sur un réseau local. Quand je parle de réseau local, donc LAN, Local Area Network, je fais référence à un réseau qui connecte plusieurs appareils, ordinateurs ou imprimantes ou encore routeurs sur une zone restreinte comme une maison, un bureau ou encore une école ou une université. Une fois que la trame Ethernet arrive à son destinataire, la carte réseau de ton ordinateur va créer et encapsuler le paquet IP qui appartient à la couche réseau du modèle OSI et contient l'information nécessaire pour acheminer les données à travers ton réseau.
Ainsi de suite, le paquet IP contient un segment TCP à l'intérieur de sa charge utile et ce segment appartient à la couche transport, donc la couche 4 du modèle OSI, et est responsable de l'établissement de la communication fiable entre deux hôtes. Le processus Tram Ethernet paquet IP segment TCP permet de garantir plusieurs choses lors de la communication entre deux appareils sur un réseau. Étape 1, le transport local via Ethernet. La trame Ethernet permet la communication physique et locale entre les appareils dans un réseau, qu'ils soient câblés Ethernet ou sans fil avec Wi-Fi. Étape 2, le paquet IP permet de réaliser le routage des données à travers des réseaux ou sous-réseaux différents, permettant la communication de bout en bout, même si les appareils sont dans des réseaux différents. Et étape 3, le segment TCP garantit que les données sont envoyées de manière fiable, ordonnée et sans erreur, ce qui est essentiel pour des applications comme la navigation web, les transports de fichiers ou encore les appels vidéo. Une fois que les données sont encapsulées, elles sont envoyées sur le réseau. Lors de l'envoi de ces données, toute une gestion de flux des données est réalisée par TCP, à travers plusieurs algorithmes que l'on appelle des algorithmes de contrôle de gestion de flux de données. Voyons ensemble à quoi peuvent ressembler ces algorithmes. Qu'est-ce que le contrôle de flux en TCP? Le contrôle de flux est un mécanisme qui permet d'éviter qu'un émetteur n'envoie trop de données à un récepteur qui ne pourrait pas les traiter à temps. L'objectif est de réguler le débit pour éviter que le récepteur ne soit submergé et perde des paquets. Comment fonctionne le contrôle de flux en TCP? TCP utilise un champ appelé fenêtre TCP Windows Size dans l'entête des segments TCP. Ce champ indique la quantité maximale de données que le récepteur est capable d'accepter avant d'envoyer un nouvel accusé de réception Acknowledge. Tous ces algorithmes sont implémentés dans le noyau du système d'exploitation comme Linux, Windows ou encore macOS. Le noyau s'occupe de la gestion des paquets réseau et de leur traitement. Lorsque des applications utilisent des sockets TCP pour établir des connexions réseau, c'est ce noyau qui applique les différents algorithmes de contrôle de flux en TCP. Chaque fois qu'un segment TCP est envoyé ou reçu, le noyau prend en charge la gestion des connexions réseau et c'est à ce niveau que les algorithmes comme Slow Start Congestion Avoidance et Fast Retransmit sont appliqués pour assurer une communication fiable et éviter la congestion de données. Algorithme 1, Slow Start. Qu'est-ce que Slow Start ou démarrage lent? Le Slow Start est la toute première phase du contrôle de la congestion dans TCP. Elle permet à la fenêtre de congestion de commencer avec une petite taille puis de croître rapidement. Une fois que la connexion TCP est établie, TCP va envoyer un paquet de données et attendre une réponse du client sous forme de flag Acknowledge. Si tout va bien, il double la quantité des paquets envoyés et il continue comme ça jusqu'à atteindre une limite appelée SS Threshold ou Slow Start Threshold pour seuil de ralentissement. Après cette limite, TCP ralentit la croissance pour éviter une congestion. Une autre analogie simple, imagine que tu veux remplir un verre d'eau. Si tu ouvres le robinet à fond directement, l'eau déborde et ça fait du gâchis. Si tu l'ouvres progressivement et regardes si ça va, tu peux remplir le verre sans problème. Le Slow Start, c'est exactement ça, en envoyant des données progressivement pour ne pas saturer le réseau. Le seuil de ralentissement dans TCP détermine quand le protocole doit arrêter de doubler la fenêtre de congestion et c'est à partir de ce moment-là que TCP passe en Congestion Avoidance. Pourquoi Congestion Avoidance? Si TCP continue de doubler la fenêtre de congestion, il risque de dépasser la capacité du réseau et de créer une congestion. Dans l'algorithme Congestion Avoidance, TCP n'augmente plus le nombre de segments TCP qui est envoyé. L'algorithme de contrôle de flux Sliding Window. Dans cet algorithme, TCP utilise une fenêtre de réception sous forme de variable Receiver Window qui est annoncée par le récepteur et qui indique combien de données il peut encore traiter. L'émetteur ne peut pas dépasser cette limite avant de recevoir un nouvel Acknowledge ou paquet IP, comme on a vu précédemment. Étape de fonctionnement. Le récepteur annonce une taille de fenêtre, Receiver Window, et l'émetteur envoie des segments de données sans dépasser cette fenêtre. Lorsque le récepteur traite des données et envoie des acknowledge, il met à jour la taille de la fenêtre. L'émetteur ajuste son débit en fonction de la taille de la fenêtre mise à jour. Exemple concret, un récepteur annonce une fenêtre de réception de 10 000 octets. L'émetteur envoie 10 000 octets et attend un acknowledge. Le récepteur traite 5 000 octets et met à jour la fenêtre à 5 000 octets restants. L'émetteur continue à envoyer les nouveaux paquets en respectant cette limite. Si la fenêtre tombe à 0, l'émetteur doit arrêter d'envoyer des données jusqu'à ce que le récepteur annonce une nouvelle fenêtre disponible.
Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ces explications te font prendre conscience de toute l'immensité du fonctionnement d'une petite partie de l'informatique. Et n'hésite pas à liker et à commenter cet épisode. A plus pour un prochain épisode.